Oui, bon, j'avoue, j'aime bien les titres à double sens. Ici, grave a son sens historique de corps pesant. Et je vous promets d'éviter les jeux de mots pénibles. Vous savez quoi? Je viens de taper Euler sur Google. 25 millions de résultats. Puis j'ai tapé Galiléo. 78 millions de résultats. Et vous en déduisez aussitôt que Galilée est 3 fois plus connu qu'Euler. 3 fois, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été considéré par ses successeurs comme un des plus grands scientifiques de tous les temps. Écoutez plutôt Einstein. Il préface une traduction du Dialogue sur les systèmes du monde de Galilée en 1953. De nos jours, on ne peut pas se rendre compte du grand effort d'imagination qu'il a fallu pour formuler clairement le concept d'accélération et pour reconnaître son importance physique. Avant Einstein, il y avait eu Lagrange. La dynamique est la science des forces accélératrices ou retardatrices et des mouvements variés qu'elles peuvent produire. Cette science est due entièrement aux modernes et Galilée est celui qui en a jeté les premiers fondements. Avant lui, on n'avait considéré les forces qui agissent sur les corps que dans l'état d'équilibre, et quoi qu'on ne pût attribuer l'accélération des corps pesants et le mouvement curviligne des projectiles qu'à l'action constante de la gravité, personne n'avait encore réussi à déterminer les lois de ces phénomènes journaliers, d'après une cause si simple. Galilée a fait le premier, ce pas important, et a ouvert par là une carrière nouvelle et immense à l'avancement de la mécanique. Un siècle avant Lagrange, Leibniz exprimait déjà son admiration. Après Archimède, rien n'a été fait en mécanique géométrique jusqu'à Galilée, qui, doué d'une compréhension pénétrante et d'une connaissance de la géométrie riche et profonde, pénétra le premier l'enceinte sacrée de la science. Ce fut lui qui commença à relier la résistance des solides aux lois de la géométrie. Waouh! N'en jetez plus! Alors qu'il ne s'était rien passé depuis Archimède, Galilée est celui qui a tout inventé, tout compris, en créant à lui seul une nouvelle discipline. Bien, vous vous en doutez, je vais vous montrer dans cette histoire que tout ce qu'on attribue à Galilée avait été commencé bien avant lui. Mais avant, voyons jusqu'où les Grecs avaient mené la question. Oh, il faut bien le reconnaître, Aristote avait dit pas mal de bêtises sur le mouvement. Voici un rapide florilège. Si dans un temps donné, un certain poids parcourt un certain espace, tel autre poids pourra parcourir cet espace dans moins de temps, et les temps seront en proportion inverse des poids. Par exemple, si un poids moitié moindre parcourt tel espace dans un certain temps, le double de ce poids parcourra le même espace dans la moitié de ce temps. Laissez tomber deux objets de la même hauteur, celui qui est 2 fois plus lourd arrive en bas 2 fois plus vite. Et vous avez bien lu. Dans le plein, c'est une nécessité que le mouvement s'accélère, puisque le plus fort des deux mobiles divise plus rapidement aussi le milieu par sa force même. Car le corps qui tombe ou qui est lancé divise ce milieu soit par sa forme, soit par l'impulsion qu'il possède. Oui, parce qu'il faut vous dire que le but du jeu est de démontrer que le vide n'existe pas, parce que dans le vide, le mouvement serait impossible. D'ailleurs, quand vous lancez une pierre en l'air, si elle continue après avoir quitté votre main, c'est parce que l'air la pousse en avant. Ne me demandez pas pourquoi, puisque Aristote l'a dit, ça doit être vrai. Plus les corps s'éloignent de la force qui les contraint, plus ils vont lentement et sont portés avec moins de force vers le lieu d'où ils s'éloignent forcément. Bien, bien. Et la force qui les contraint, elle consiste en quoi au juste? Oh,
Oh, j'arrête là, c'est un peu facile de persifler. D'ailleurs, les erreurs et les obscurités du texte d'Aristote ont été une puissante motivation pour la recherche des siècles suivants. Aristote avait une telle aura de philosophe omniscient que pour oser dire qu'il avait tort, il fallait vraiment réfléchir longtemps. Mais avant de nous lancer dans des siècles de commentaires d'Aristote, nous allons essayer de comprendre ce qui posait problème aux Grecs à travers un texte d'Archimède. Il se situe au début du traité des spirales. Archimède définit sa spirale par deux mouvements composés. Le mouvement circulaire uniforme d'un rayon autour de son centre et le mouvement rectiligne uniforme d'un point sur ce rayon tournant. Oh, ne me dites pas que vous ignorez ce qu'est le palimpseste d'Archimède. Rigoureux comme vous le connaissez, Archimède ne va pas vous parler de mouvement uniforme sans définir précisément ce que c'est. Voici ce qu'il dit. Si un point se déplace d'un mouvement uniforme sur une certaine ligne et comprend sur cette ligne deux segments, les segments pris entre eux sont dans le même rapport que les temps mis par le point à les parcourir. Vous vous dites, bien sûr, puisque la vitesse qui est le rapport de la longueur parcourue au temps est constante, alors cette constante vaut aussi bien L1 sur T1 que L2 sur T2. Mais non, pas du temps d'Archimède. Les longueurs et les durées étaient de nature différente. Il n'était pas question de les mélanger. Le rapport L1 sur T1 aurait été vu comme absurde. Seul le rapport entre deux longueurs, ou bien entre deux temps, pouvait avoir du sens. Il allait falloir un très long chemin pour associer des nombres abstraits aussi bien à des longueurs qu'à des durées, et pour voir un mouvement comme une fonction du temps, une vitesse comme la dérivée de cette fonction, et l'accélération comme la dérivée seconde. En un sens, la notion de mouvement contenait en germe une grande partie de l'histoire de l'analyse. Je vais vous raconter cette germination. Les premières critiques d'Aristote dont on ait gardé trace datent tout de même de 8 siècles après Aristote. Jean Philopon est un philosophe qui enseignait à Alexandrie environ un siècle après Hypatie. Il enseignait probablement dans des salles comme celle-ci. D'accord, ça n'a rien à voir avec la chute des Graves, mais je trouve émouvant qu'on ait retrouvé ces salles de cours à 15 siècles de distance. Bien, revenons à Philopon. Il se montre plutôt insolent à l'égard d'Aristote. Comment donc se fait-il que l'air poussé par la flèche ne se meuve pas selon le principe qui lui a été imprimé, mais au contraire fasse demi-tour, comme sur ordre, et rebrousse chemin, et que, faisant demi-tour, il ne se disperse pas dans l'espace, mais vise avec précision l'extrémité échancrée de la flèche, se retourne vers elle et se tienne à elle. Oh, toutes ces choses sont totalement impossibles et ressemblent plutôt à des fictions. Après Philopon, les plus grands philosophes arabes se sont emparés de la physique d'Aristote, à commencer par Ibn Sina ou Avicenne, et aussi Ibn Rushd ou Averroès. Autant la médecine d'Avicenne que la philosophie d'Averroès ont eu une grande influence sur la pensée du Moyen Âge. Ibn Bajjah est entre Ibn Sina et Averroès. Même s'il est moins connu, le fait que son nom ait été latinisé à Avimpas indique que ses œuvres ont été traduites et lues. Oh, je suis bien incapable de vous résumer les différences philosophiques entre Ibn Sina, Ibn Bajjah et Ibn Rushd. En gros, le plus radicalement opposé à Aristote, proche de la ligne de Philopon, c'est Ibn Bajjah. Moins d'un siècle après Averroès, les philosophes chrétiens prolongent le débat.
Le plus connu est saint Thomas d'Aquin, que vous voyez ici entouré d'Aristote et de Platon. Il s'oppose à Averroès et défend Avimpas. Après Thomas d'Aquin, Guillaume d'Ockham accepte certains de ses arguments, mais sur d'autres plans préfère suivre Averroès plutôt qu'Avimpas. La génération suivante, celle du début du XIVe siècle, est fertile en penseurs. À l'université de Paris, Jean Buridan reprend une fois de plus le problème et pose les bonnes questions. Par exemple, celle-ci. On cherche si, après avoir quitté la main de celui qui le jette, le projectile est mu par l'air, ou sinon, par quoi il est mu. Oui, oui, nous parlons bien du Buridan de l'âne. Mais vous vous en doutez, Buridan n'a jamais rien écrit sur les ânes. Le paradoxe vient d'Aristote, comme tout le reste. Et étant cogné, aucune reine n'a jamais commandé que Buridan fût jeté en un sac en Seine. Dommage pour les neiges d'antan. Mais ne nous égarons pas. Dans la même génération que Buridan, mais dans l'université concurrente, celle d'Oxford, un groupe de religieux va faire un pas décisif. On les appelle les calculateurs d'Oxford. Ils sont nés autour de 1300 et on ne sait pas grand-chose de leur vie, sauf qu'ils ont été membres du collège de Merton dans la première moitié du XIVe siècle. Ils étaient au moins 4. Le plus célèbre est Richard Swineshead. Il a été considéré comme un des plus grands mathématiciens de tous les temps, au moins par Cardan puis par Leibniz. Parce que la grande nouveauté que les calculateurs d'Oxford apportaient, c'était la mathématisation. Jusque-là, les discussions de la physique d'Aristote étaient restées philosophiques. Aucun calcul n'avait été fait. Désormais, tout allait changer. Voici un extrait de texte par un de ces calculateurs du collège de Merton. Il énonce ce que l'on appelle depuis le théorème de Merton. Le corps mobile qui acquiert ou perd sa vitesse uniformément pendant une période de temps donnée traversera une distance exactement égale à celle qui traverserait dans un intervalle de temps identique s'il se déplaçait à sa vitesse moyenne. Allons bon, que veut-il dire par là et où sont les mathématiques? Voici le théorème de Merton énoncé en termes modernes. Disons que la vitesse d'un mobile est uniformément accélérée ou retardée, c'est-à-dire qu'elle est fonction affine du temps entre deux instants t0 et t1. Alors, la distance parcourue entre ces deux instants est la même que celle d'un mobile qui aurait eu une vitesse constante, égale à la moyenne des deux vitesses de départ et d'arrivée. Oh, bien sûr, avec nos outils de calcul, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Mais songez que ceci se passait plus de 3 siècles avant l'invention du calcul différentiel. Sans qu'il soit question d'intégrale, les calculateurs d'Oxford avaient compris que l'accélération était à la vitesse, ce que la vitesse était à la distance parcourue. Leurs arguments pour démontrer le théorème de Merton faisaient appel à des sommes de série. Il y avait plus simple, mais on ne le savait pas encore. Ce que vous voyez est une représentation graphique de la vitesse en fonction du temps. La distance parcourue est l'aire sous le triangle. Et elle est égale à l'aire du rectangle, qui a pour hauteur la moitié de la valeur d'arrivée. Et c'est QFD. Mais l'image précédente est trompeuse. Elle est extraite de ce livre intitulé Calculator, écrit par le subtilissime anglais Richard Swisset. Voyez qu'il est toujours question de commentaires à propos d'Aristote. L'auteur est bien Swineshead, rebaptisé Swisset. Sauf que le livre date de 1520 et les interprétations géométriques
repose sur une innovation majeure, introduite entre-temps par Nicole Oresme. Dans sa réflexion sur le mouvement, probablement inspirée par les calculateurs d'Oxford, Oresme avait rajouté une invention, la représentation fonctionnelle et les diagrammes plans qui permettent de la visualiser. Vous voyez les 2 premières pages d'un livre imprimé un siècle après sa mort. Mais au fait, pourquoi les calculateurs d'Oxford s'étaient-ils intéressés au mouvement uniformément accéléré? La chute des graves? Eh non, pas encore. C'était juste une expérience de pensée dans la droite ligne d'Aristote. Le premier à avoir fait le rapport avec la chute des graves s'appelle Domingo de Soto. C'est un moine dominicain espagnol qui avait fait une partie de ses études à Paris avant de retourner enseigner à l'université de Salamanque. Lui aussi a des questions sur la physique d'Aristote, mais il a assimilé les travaux d'Oresme et des calculateurs d'Oxford. Voici ce qu'il écrit. Cette sorte de mouvement, uniformément accéléré donc, appartient en propre aux choses qui se meuvent naturellement et aux projectiles, car lorsqu'un corps tombe dans un milieu homogène, il se meut plus rapidement à la fin qu'au début. D'un autre côté, le mouvement d'un projectile vers le haut est moins rapide à la fin qu'au début. Ainsi, le premier est uniformément accéléré, tandis que le second est uniformément décéléré. Comment Domingo de Soto avait-il eu cette intuition? On l'ignore. En tout cas, pas par l'expérience. Pourtant, au XVIe siècle, on commençait déjà à se dire que l'expérience pourrait permettre de répondre à certaines questions sur les affirmations d'Aristote. À Delft, en Hollande, dans les années 1580, Simon Stevin est le premier à trancher un vieux débat. Son traité de statique est paru en 1586. La traduction française est celle d'Albert Girard. L'expérience qui réfute Aristote est telle qu'on prenne 2 balles de plomb, comme le très docte Jean Grotius, grand rechercheur des secrets de nature, et moi-même avons fait, l'une décuple de l'autre en grandeur et pesanteur, les laissant tomber ensemble en même temps d'environ 30 pieds de haut, sur une planche ou sur quelque chose où l'on puisse aisément entendre la chute. Là, on pourra voir manifestement que le plus léger ne durera pas 10 fois plus longtemps dans sa chute que le plus pesant, mais qu'ils tomberont simultanément sur la planche, de sorte qu'il semblera qu'il n'y ait qu'un seul choc. Le très docte Jean Grotius, grand rechercheur des secrets de nature, le voici. Il a même été maire de la ville de Delft, et ce qui lui donnait tout de même le droit de jeter ce qu'il voulait du haut de l'église neuve de sa ville, surtout s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Ceci nous amène tout droit à Galilée, parce qu'en plus de l'astronomie, des satellites de Jupiter et du « et pourtant elle tourne », ce qui a valu à Galilée les louanges de Leibniz, Lagrange et Einstein, c'est ce livre, Discours et démonstrations mathématiques autour de 2 nouvelles sciences tenant à la mécanique et aux mouvements locaux. Voici ce qu'on y lit. Je doute grandement qu'Aristote ait jamais vérifié expérimentalement s'il est vrai que 2 pierres dont l'une est 100 fois plus pesante que l'autre, et qu'on laisse tomber au même instant d'une hauteur de 100 coudées par exemple, et des vitesses si différentes que la plus grande touche déjà terre, alors que l'autre n'a même pas descendu 10 coudées. Moi qui en ai fait l'essai, je vous assure qu'un boulet d'artillerie pesant 100 ou 200 livres, ou même davantage, ne précédera pas, même pas d'une palme, en touchant terre,
une balle de mousquet dont le poids n'excède pas une demi-livre, et cela après une chute commune de 200 coudées. Ah bon, parce qu'il en avait fait l'essai lui aussi. Mais si, vous savez bien, il avait choisi la tour penchée de Pise. Oh, reconnaissons-le, elle s'y prête, tout particulièrement. Sauf que Galilée lui-même n'a jamais décrit cette expérience, et que les historiens ne savent pas déterminer quand elle aurait eu lieu, ni même si elle a bien eu lieu. Le seul qui parle de l'expérience de la tour de Pise, c'est Vincenzo Viviani. Vous vous souvenez de lui? C'est le dernier disciple de Galilée, toujours prêt à entonner les trompettes de la renommée pour la plus grande gloire de son maître. Finalement, la seule chose dont on soit sûr, c'est que si Galilée a effectivement réalisé cette expérience, ce ne peut être qu'après Simon Stévin. Et les mathématiques alors? Saluons l'élégance avec laquelle Galilée passe de l'italien au latin quand il s'agit de ressembler à Euclide. Théorème 1, proposition 1. Le temps pendant lequel un espace donné est franchi par un mobile partant du repos avec un mouvement uniformément accéléré est égal au temps pendant lequel le même espace serait franchi par le même mobile avec un mouvement uniforme, dont le degré de vitesse serait la moitié du plus grand et dernier degré de vitesse atteint au cours du précédent mouvement uniformément accéléré. Ah mais dites voir, c'est bien le théorème de Merton, ça, non? Eh ben oui. Et la démonstration de Galilée? Exactement la démonstration géométrique d'Oresme. Oh, je ne veux pas que vous reteniez de cette histoire que Galilée s'est approprié le travail de ses prédécesseurs. Il était conscient des discussions philosophiques sur la physique d'Aristote. Il connaissait Oresme et les calculateurs d'Oxford. Si l'histoire de la mécanique n'a retenu que son nom, ce n'est pas de sa faute. Ah, c'est peut-être un peu plus de la faute de Viviani, mais on le lui pardonne. Je ne veux pas non plus que vous reteniez de cette histoire que Galilée n'a rien apporté de nouveau. Il est allé beaucoup plus loin que Swineshead, a expérimenté beaucoup plus longuement et précisément que Stévin. Il a trouvé la trajectoire parabolique d'un projectile avec vitesse initiale. Il l'a démontré à la fois expérimentalement et par le calcul. Le considérer comme le créateur de la mécanique moderne n'est pas complètement indu. Essayons tout de même de ne pas oublier tous ceux qui, en essayant de démêler le vrai du faux chez Aristote, lui avaient préparé le terrain. En commençant cette histoire, je vous avais bien promis d'éviter toutes les vannes lourdes sur l'adjectif grave. Et j'ai tenu parole, je me suis retenu. Ou pas. Tant pis.